Cette émission est offerte en vidéo-description pour les personnes ayant une déficience visuelle. Nous allons leur poser la question qui fait d'un peuple un pays. En 1995, les Québécois doivent faire un choix déchirant. Le Canada ou le Québec. 15 ans après le référendum de 1980, perdu par le oui et René Lévesque, tous les espoirs sont maintenant permis à Jacques Parizeau. Je nous invite tous à faire ensemble le pays du Québec. Le niveau de préparation il était impressionnant. Des monuments de notre scène politique se préparent à s'affronter. Voici les forces du Nord! Je pense que j'ai fait 10 000 kilomètres. Les représentants des camps du non et du oui fourbissent leurs armes et se préparent au combat de leur carrière, voire de leur vie. Il y aura un passeport québécois! C'est de la nitroglycérine. Ce n'est pas une simple élection, c'est l'avenir d'une nation et le rêve d'une vie qui se joue en 1995. C'était la fin du monde si le Québec se séparait. C'est une décision irréversible, aux conséquences imprévisibles et incalculables. En 1980, les astres n'étaient pas aussi bien alignés pour la souveraineté. Là, tout a changé. C'est l'égalité totale. Et jusqu'au soir du 30 octobre, personne, absolument personne ne peut prédire le résultat. Chacun s'assure d'abattre ses bonnes cartes au bon moment parce que le référendum de 1995, c'est à la fois le théâtre des grands espoirs et des grandes trahisons. C'était pas illégal, mais mon Dieu, c'était immoral. Dave et moi, on a fait quelques projets historiques ensemble, puis là, on avait envie de se replonger dans le référendum de 1995. Surtout que dans les dernières années, puis même dans les derniers mois, il y a eu des nouveaux éléments qui nous ont permis d'apporter une nouvelle lumière sur le référendum de 1995. Oui, tout n'a pas été dit sur le référendum. Radio-Canada annonce que si la tendance du vote se maintient, le prochain gouvernement du Québec sera formé par le Parti québécois et que ce sera un gouvernement majoritaire. Ce soir, les souverainistes ont retrouvé le pouvoir à Québec. Jacques Parizeau promet vraiment un référendum dans la première année après la prise du pouvoir. Devant lui, il y a Daniel Johnson, c'est le chef du Parti libéral du Québec, donc il est le premier ministre sortant. Et puis le soir du vote en 1994, même si le Parti québécois prend le pouvoir avec une majorité de députés, le vote populaire est un peu décevant. Le parti obtient 44 des voix contre 43 pour les libéraux. Donc, ça augure mal pour un référendum qui nécessite un appui de 50 plus 1. La suite est un peu inquiétante pour les souverainistes. Le lendemain de l'élection, la chose qui me frappe, c'est que j'avais jamais vu des vainqueurs aussi déconfits. Oui. Ouais. Je ne savais pas quelle avait été leur attente en termes de vote, mais d'après ce que j'ai compris, ils auraient espéré avoir autour de 50 du vote, ce qui aurait confirmé qu'ils étaient en bonne voie vers une victoire référendaire. Du côté du Parti libéral du Québec, on sort de 2 mandats au pouvoir et Daniel Johnson est le chef du parti depuis moins d'1 an. Et du côté des libéraux, on sent l'usure du pouvoir. Rendu en 94, là, on est pas mal au bout de notre corde. On se rappelle M. Bourassa qui a quitté. Gérard Delévesque est parti aussi, décédé de cancer. Madame Bacon quitte. On a perdu l'élection, mais on a gagné la campagne. Et M. Johnson a fait une bonne campagne. Il n'a pas été contesté. Le monde ne disait pas, on ne pourra jamais gagner avec lui. Jacques Parizeau, il était évidemment dans l'équipe de René Lévesque en 1980, donc il avait perdu à 40 %. Là, il veut en tirer les leçons, puis il veut profiter de la nouvelle conjoncture, donc sur le plan économique, sur le plan diplomatique, et c'est ce à quoi l'année qui va suivre là, va servir. Je, Jacques Parizeau, affirme solennellement que je remplirai les devoirs de ma charge de premier ministre avec honnêteté et justice. À l'interne, il y avait des pressions en disant à M. Parizeau êtes-vous sûr que vous voulez tenir un référendum? Là, ça prenait une volonté de faire pour maintenir ça. Puis pourquoi M. Parizeau a toujours tenu à tenir le référendum dans des délais plutôt rapides?
c'est qu'il se disait, la fenêtre où le Québécois considère qu'on a dit non à les demandes minimales, la fenêtre peut se refermer. Oui. Alors, avant qu'elle se referme, il faut qu'on l'amène à se prononcer. En tant que premier ministre, Jacques Parizeau ne change pas son plan de match. Il maintient son échéancier référendaire. La troisième période, comme il l'appelle, se tiendra dans les délais prévus, c'est-à-dire en 95. Nous avons l'intention, là aussi, de bouger et de donner aux Québécois tous les éléments nécessaires pour poser un jugement éclairé. Quand M. Parizeau est élu, donc premier ministre, donc il s'engage à tenir un référendum dans l'année qui va... Il l'a dit. Nous, on savait que M. Parizeau était très sérieux, là. Ils n'ont pas pensé à la stratégie référendaire, j'assume, juste après avoir gagné l'élection. D'autant plus qu'il l'avait promis durant toute sa campagne électorale et même avant. Sur la question de la souveraineté, on avait des chiffres dans nos sondages internes qui nous indiquaient qu'on avait de l'avance. On était au-delà de 50 %. La moyenne que je dirais à ce moment-là, c'était à peu près dans le 55-45. Nous, on était assez confiants qu'on gagnait le référendum. Sans surprise, là, compte tenu du résultat très serré de l'élection, bien, quelques mois plus tard, quand on est rendu en hiver 95, on se rend compte que le oui est pas très fort dans les sondages. Ça n'a pas beaucoup augmenté. Et c'est là que le gouvernement Parizeau organise une tournée du Québec avec des commissions sur l'indépendance pour consulter les citoyens. Nous voulons faire en sorte que pour la première fois dans notre histoire, chaque Québécoise et chaque Québécois devienne en quelque sorte son propre député, qu'il puisse influencer directement le cours des choses. Et là, le Parti libéral de Daniel Johnson, il songe à participer aux commissions, mais il hésite et finalement, il décide de ne pas participer de peur d'accréditer tout cet exercice-là. Le Bloc québécois et l'ADQ embarquent dans les commissions. L'objectif, c'est de faire bouger l'aiguille en faveur du oui dans les sondages. Dans le fond, on a été plongé quasiment tout de suite dans les questions référendaires. Ça a été hyper rapide. En début de mandat, M. Parizeau avait dit « Moi, le référendum, je vais le faire dans la première année du mandat. » 12 mois, c'est pas long. Là. Ça veut dire qu'avec les éléments préparatoires et autres, genre 2-3 mois après l'élection, on était déjà proposé ces commissions sur l'avenir du Québec. Les choses ont déboulé assez rapidement. Le Québec a toujours été, sera toujours, une terre d'immigration. Nous ne voulons exclure personne. Car si le Québec devient souverain, tous les Québécois vivront dans ce nouveau pays. C'est la souveraineté. Mais une souveraineté qui appartient à tous les Québécois, de toutes les régions, de toutes les origines sociales, linguistiques, culturelles et politiques. Les commissions, c'est vraiment un exercice décentralisé. Il y en a une dans chaque région du Québec. Nous sommes le pays de la grande corvée, le pays des coopératives, le pays de la solidarité. Je nous invite tous à penser et à faire ensemble le pays du Québec. 50 000 personnes ont participé à ça, plus de 2000 mémoires. Ça a été une opération où on a activé la société québécoise et je crois qu'on misait beaucoup là-dessus parce que ça a débuté en février 95, donc pour se dire on va stimuler et puis on aura un mouvement, une ferveur qui va se développer avec un référendum au mois de juin qui aurait pu être très près en fait de la Saint-Jean-Baptiste. Mais ça n'a pas eu cet effet-là. On a senti que, en tout cas au niveau des sondages, l'option du oui ne montait pas beaucoup. En parallèle aux commissions, on a le Parti québécois, le Bloc québécois et l'ADQ qui discutent pour former une coalition en vue du référendum. Jacques Parizeau comprend que seul le PQ ne peut pas y arriver, donc il doit avoir une certaine ouverture pour les autres partis. Et malgré tout, Jacques Parizeau, il reste attaché à son idée là, de faire un pays, de déclarer éventuellement l'indépendance, alors que les deux autres, Lucien Bouchard et Mario Dumont, sont attachés au partenariat avec le reste du Canada. Alors les tensions sont grandes là, entre Jacques Parizeau et Lucien Bouchard surtout. C'était assez orageux entre les deux. Oui. C'est ça. Mais moi, j'avais pas ça. C'est-à-dire que c'est drôle parce que moi, j'étais comme pas tout à fait souverainiste. C'est ça. Mais moi, j'avais aucun conflit avec Lucien Bouchard, puis aucun conflit avec M. Parizeau. Des conflits. Attendez, je dis conflits. Des désaccords. C'est ça. C'est ça. Plus avec M. Parizeau qu'avec Lucien Bouchard sur les choses à faire. Nos visions étaient plus divergentes. Mais ça s'est toujours discuté dans la cordialité. Il n'y a jamais eu de... Mais là, entre les deux autres, c'est sûr qu'il y avait une tension. Lucien Bouchard et M. Parizeau avaient un vieux contentieux qui n'avait rien à voir avec la politique, mais du temps où Lucien était négociateur en chef de M. Lévesque, là, à l'époque du gouvernement Lévesque, sur un certain nombre de dossiers patronal-syndical. C'est ça.
et M. Parizeau, qui était ministre des Finances à cette époque-là. Le premier clash, il a été là, puis ça a laissé des traces indélébiles en termes de confiance. Il y a eu comme un bris de confiance à un moment donné, que je ne pourrais pas te dire exactement à quel moment, mais c'est certainement dans ce cadre de négociation patronale syndicale avec les fonctionnaires et tout. Ouais, oui. Ça remontait aux années 70-80. Oui, et on sentait ça. Quand on arrivait en réunion, il n'y avait pas d'amour perdu, hein? Ça bardait. Si dans une voiture, il y a une pédale d'accélérateur puis il y a des freins, la pédale d'accélérateur, c'est Parizeau, et il y a 2 freins, c'est Bouchard et Dumont. Si Bouchard et Dumont avaient été aux commandes, il n'y aurait jamais eu de référendum en 95. Ils ont tout fait pour essayer d'amoindrir, de rendre plus compliquée la question, en fait, de la rendre plus rassurante pour les Québécois. Et Parizeau, là-dessus, a fait de grands compromis. Parizeau, qui était l'homme de la question claire, de la démarche tranchante, a accepté d'ajouter un partenariat économique et politique, rappelons-le quand même, un partenariat politique avec le reste du Canada. D'une part, c'était évidemment stratégique, mais inévitable. M. Parizeau, grand économiste comme il était, ne pouvait pas penser pouvoir faire l'indépendance du Québec sans avoir de partenariat avec le Canada. Ça se peut pas, là. Alors moi, je suis devenu celui qui, dans ce contexte-là de préparation de référendum, amenait l'idée de partenariat, qui apparaissait au début, les gens disaient, ben voyons, là, ils rêvent en couleur, jamais que Parizeau va intégrer ça à la question. Je comprenais que les gens disent ça parce que M. Parizeau n'avait jamais tenu ce langage-là, jamais dans sa vie, tu sais. En même temps, moi, je faisais le calcul qu'à un moment donné, la politique, c'est l'art du possible. Il faut que tu composes avec ce que tu as. Pour arriver à son 50 %, il manquait vraiment de tranches. Moi, je voulais que tout le monde voit Mario partout, parce que lui parlait à des gens qui étaient réfractaires au discours du PQ. Donc, on ne veut pas le marginaliser, on veut maximiser sa présence. Ça a pris un certain temps avant que M. Parizeau intègre cette notion-là. Puis je me souviens très bien de la rencontre chez lui. Il était en robe de chambre où il dit mais ces gens-là valent de l'or. Je dis c'est ce que je me tue à vous dire depuis 3 mois. C'est une journée très spéciale aujourd'hui au Québec. 3 partis politiques, un parti de gouvernement, un parti d'opposition et un parti fédéral concrétisent un programme politique commun. Le compromis, puisqu'il y en a eu un, qui est celui de dire on va déposer formellement une offre de partenariat économique et politique au reste du Canada, M. Parizeau s'est dit, j'ai une exigence, c'est qu'au terme de l'année, j'ai la capacité de déclarer la souveraineté. Un référendum servira à réaliser la souveraineté du Québec et nous chercherons activement un partenariat économique, politique avec le Canada. C'est fascinant, 1995, parce qu'on a 3 grands leaders du camp du oui qui représentent chacun quelque part une génération du Québec de l'époque. On a Lucien Bouchard, qui vient des régions, du Lac-Saint-Jean, qui incarne le Canada français. Ceux qui se disent « on n'a jamais été reconnus au Canada ». On a un deuxième personnage, Jacques Parizeau, qui, bien qu'il est né en 1930, se reconnaît dans les baby-boomers parce qu'il est celui qui a accompagné plusieurs des réformes de la Révolution tranquille. Et puis, il y a Mario Dumont, qui, lui, incarne la génération X, il est né en 1970, et il se dit... Si on fait un partenariat économique avec le Canada, on est capable quand même de bien jouer nos cartes et puis de profiter du nouvel environnement qui va être créé avec l'indépendance du Québec. 3 leaders, 3 générations qui, dans un moment, on pourrait dire, quand même assez inusité de l'histoire du Québec, se réunissent pour proposer un projet commun. Les Américains, à l'époque, ne voulaient pas s'ingérer dans les affaires québécoises et canadiennes, mais ils voulaient comprendre exactement ce que Jacques Parizeau voulait. Alors, M. Parizeau est invité à ce moment-là, en secret, par des représentants du gouvernement américain. Et c'est Jean Royer qui nous a raconté cette anecdote vraiment inédite. Il va le reconduire à l'aéroport. Il y a un avion qui l'attend. Il a atterri en Nouvelle-Angleterre, Jacques Parizeau, mais il n'a jamais su vraiment où il avait été. Sur Robitaille, c'est comme dans un film. Une grande maison, mais la maison est vide, il y a juste une table. Et il y a 3 représentants du State Department, 3, qui vont, dans le fond, s'informer auprès de M. Parizeau.
Quelle est sa position sur l'OTAN, NORAD, sur l'intégrité du territoire? Et ils vont sur des sujets aussi précis que les hautes eaux et les basses eaux de la baie d'Hudson. C'est une question de frontières, ça. Exactement. Ouais. Et évidemment, beaucoup de questions sur le libre-échange. Bien, M. Parizeau, à son retour, m'indique que toutes les années de préparation sur tous les sujets, il y avait là l'impression, s'il y a un endroit où ça a été utile, c'est là. Oui. Et pour M. Parizeau, c'était bien important que les Américains comprennent ce qu'on souhaitait faire. Et ce que M. Parizeau a eu comme impression aussi, c'est que les Américains étaient soucieux de l'importance ou de l'influence que pourrait avoir la France près des États-Unis. Depuis des années, les souverainistes québécois entretiennent des relations avec la France. Dans l'optique d'une victoire du oui au référendum, on espère avoir une reconnaissance rapide de l'État français. Et dès janvier 1995, Jacques Parizeau va à Paris. Il va rencontrer notamment Jacques Chirac, qui à ce moment-là est maire de Paris, mais il va devenir président de la France à quelques mois du référendum. Le référendum, s'il est positif, je pense, il nous appartient de reconnaître, le cas échéant, ce que veulent les Québécois. Et compte tenu de nos liens, nous devons être naturellement parmi les premiers. Alors là, il se rend au micro et à la première question d'un collègue journaliste québécois, il dit bien sûr que la France sera le premier et beaucoup de pays francophones suivront dans les jours qui seront là. On est là, on se pince. Pour Parizeau, les stratégies diplomatiques et économiques sont centrales pour faire atterrir le pays du Québec. Évidemment, Louise Baudouin sera une de ses émissaires les plus importantes pour entretenir tous ces liens-là à l'étranger. Un appui de la France, pourquoi c'était si important dans le fond? Parce qu'à l'époque, c'était important d'avoir un membre permanent du Conseil de sécurité qui soit avec nous. Il faut être reconnu, il faut arriver aux Nations unies. Je veux bien qu'on vote oui, là, et puis qu'on dise on est indépendant. Ah oui? Bien, c'est formidable. Et qui va te reconnaître? C'est les Nations unies. Il faut devenir membre des Nations unies. Quelque chose qui est fondamental pour M. Parizeau, c'est la reconnaissance internationale. Alors, il y a pour lui deux pôles bien importants. Il y a la France et les États-Unis. La France, c'était des opérations beaucoup plus importantes parce que là, le gouvernement comptait qu'au lendemain d'un oui, un geste significatif serait fait en France. Louise Baudouin, qui travaillait depuis des années à aller chercher des appuis à la souveraineté du Québec en France, a réussi à en avoir certains assez prestigieux, comme l'ancien premier ministre Michel Rocard, secrétaire du Parti socialiste, qui finalement lui a carrément offert son aide. Michel Rocard, bon, bien sûr, qui était premier ministre socialiste, qui était mon ami, qui s'est beaucoup mêlé de nos affaires. J'étais très contente de son ingérence. Et puis, Michel, il m'avait dit, je vais vous aider à faire en sorte que d'autres pays européens, il ne faut pas que la France soit isolée là-dedans. Il pensait plutôt aux pays nordiques dans un premier temps. La Norvège, bon, la Suède, effectivement, des pays. Et puis lui, il aimait ces pays-là parce que c'était des pays sociaux-démocrates. Alors, il nous avait dit, je vais vous accompagner là-dedans. Puis il avait dit, ce sera une diplomatie d'enfer. Acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec et de l'entente signée le 12 juin 1995. Le 7 septembre 1995 est une journée importante. C'est le moment où Jacques Parizeau présente la question référendaire à l'Assemblée nationale. Et du côté d'Ottawa, même si Jean Chrétien affiche une confiance en public, il se prépare quand même en coulisses. Là. Ah oui, parce que c'est la création, ce jour-là, d'Option Canada. C'est une entité qui va préparer des opérations pro-canadiennes sur le territoire du Québec. Puis, ça va être des opérations plutôt secrètes. Et on sait qu'en 2006, donc plusieurs années plus tard, il y a une source qui remet à Normand Lester, le journaliste, plusieurs documents vraiment clés d'Option Canada. Option Canada avait ses locaux sur la rue Peel, juste au sud de Sherbrooke, dans les locaux du Conseil pour l'unité canadienne. On distribuait des milliers de dollars à des militants libéraux
pour faire la promotion du Canada, là, comme 5 000 à un, 5 000 à l'autre. Et comment est-ce qu'ils faisaient la promotion du Canada avec le 5 000 on ne sait pas, mais les reçus et tout ça, c'est dans les documents d'Option Canada. C'était essentiellement des libéraux qui dirigeaient ça. Il y avait des libéraux fédéraux et des libéraux québécois aussi. Claude Dauphin était le type qui était officiellement le patron d'Option Canada. Et donc, dans beaucoup de documents, bien sûr, il y avait sa signature, il y avait des notes qu'il échangeait avec d'autres membres de l'organisation. Et bien sûr, les activités augmentaient et l'argent qu'ils avaient était de plus en plus important. Ça venait bien sûr du gouvernement du Canada. Après les révélations de Normand Lester là, sur Option Canada, il y a une enquête qui est déclenchée par le directeur général des élections. Il mandate le juge Grenier à la retraite à ce moment-là, qui devient commissaire enquêteur, qui fait beaucoup d'interrogatoires à huis clos, toujours à huis clos parce que c'est pas une enquête publique. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Le nerf des élections, c'est la publicité. Après 16 mois de travaux et 2 millions de dollars, l'ex-juge Grenier conclut. Option Canada et le Conseil pour l'unité canadienne ont engagé des dépenses illégales au montant de près de 540 000 10 % de l'argent du camp du non a donc été dépensé en contravention de la loi québécoise. Pendant la commission, le camp du non a demandé à ce que le camp du oui soit lui aussi analysé. Le camp du non mettait de l'avant des activités que le oui a tenues, des rassemblements, les commissions sur l'indépendance, et aussi que le fait que le gouvernement Parizeau aurait fait travailler des fonctionnaires pour la campagne référendaire à venir. Mais c'était pas l'objet de la commission Grenier qui portait vraiment sur Option Canada. De dire, bon, mais le fédéral est arrivé puis on dépensé bien de l'argent puis tout ça. Oui. Mais le provincial, avant, on dépensait bien de l'argent aussi avec les commissions. Puis ça se dit. Mais c'était avant la campagne. Ah oui, c'était avant la campagne, mais c'était pour la préparation pareil. On s'entend, là. Le gouvernement avait des moyens que nous, en opposition, on n'avait pas, là. C'est clair qu'on n'avait pas ça. Il a créé ses commissions. Il a augmenté le nombre de ministres et ministres d'État pour que ceux-ci, comme ministres d'État, puissent aussi se promener à travers le Québec. Il y avait des grands rassemblements que le gouvernement faisait. Tu sais, je vous dis, dans le fond, c'est parce que toute la job avait été faite avant, là, tu sais, on s'entend. Option Canada, ça a-tu aidé, ça, le camp du non? Bien, c'est sûr que... Ils ont dépensé beaucoup d'argent. Oui, mais ils n'ont pas dépensé chez nous. Moi, je dirais que Option Canada a peut-être aidé à développer un certain... comment je dirais, conscientisation de l'importance et de l'enjeu. Mais est-ce qu'ils étaient dans le comité du non? Est-ce qu'ils étaient assis à la table dans le War Room? La réponse courte, non. L'énergie qui a été dépensée pour préparer l'après-oui était considérable. Il fallait être prêt pour la victoire parce que notre hypothèse de travail, c'était que le Canada refuserait de reconnaître la décision politique des Québécois. Et donc, il faudrait non seulement gagner, mais il faudrait ensuite imposer au Canada la victoire du oui dans les jours qui suivraient puis dans les semaines qui suivraient. À quelques jours du déclenchement de la campagne référendaire, le volet économique du plan de Jacques Parizeau s'organise, s'active. Le premier ministre avait confié à son ministre des Finances, Jean Campeau, un plan économique en cas de victoire du oui. Donc, à la fin de septembre, il reçoit ce plan-là, qui est le plan O, qui est un document un peu mystérieux que peu de gens ont vu, mais qui existe bel et bien. Le plan O, mais moi, je ne l'ai jamais vu. Hein? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un cahier? Est-ce qu'il y a un gros O sur la couverture? Je ne sais pas. Vous n'avez pas une copie? J'ai pas de copie cachée ici. J'ai beaucoup de choses, mais j'ai pas ça. M. Parizeau, c'est un économiste et il a toujours été sensible au chantage financier. Donc, pour lui, il est important de s'assurer d'être prêt. Et Jean Campeau, qui est son ministre des Finances, a préparé ce qu'on appelle le plan O. Le plan O, essentiellement, c'est de s'assurer que le grand triangle financier de l'État québécois, la Caisse de dépôt, Hydro-Québec, qui a beaucoup de liquidités, et le ministère des Finances, qu'ils aient entre leurs mains suffisamment de liquidités pour maintenir les titres du Québec, les obligations. Si jamais des gens sur le marché voulaient se mettre à vendre les titres du Québec pour essayer de profiter de l'instabilité, on a des liquidités pour acheter.
Une obligation, en fait, c'est simple. C'est le gouvernement doit emprunter pour financer ses opérations. Puis le mot est assez révélateur. C'est une obligation de payer l'argent qu'on a emprunté. Un gouvernement qui fait des choix politiques plus radicaux, peut-être que la probabilité qui était faite de faire défaut a augmenté un peu. Tout ça a un prix sur les marchés financiers. Donc, le but d'avoir un plan, c'est de sécuriser le marché financier rapidement pour éviter qu'il y ait une panique, que tout le monde se mette à vendre les obligations du gouvernement du Québec, et là, que leur prix chute et que soudainement, ça coûte beaucoup plus cher au gouvernement québécois de financer sa dette. Parce que quand ça commence à coûter cher financer une dette, ça prend pas longtemps avant qu'un gouvernement peut être pris à la gorge. Fait que c'est un peu tout ça qu'on essaie d'éviter. Donc, tout le plan d'emprunt du gouvernement du Québec est terminé. Les marges de crédit sont négociées et on a, écoutez, il y a à ce moment-là 17 milliards. Alors, le ministère des Finances a 6 milliards de liquidités, la Caisse 8, Hydro-Québec 3. Et à ça, on s'est assuré, la Caisse de dépôt a communiqué avec les institutions financières québécoises, Banque nationale, Banque Laurentienne, Mouvement Desjardins, pour leur dire « Et vous, allez-vous soutenir les titres du Québec si il y a Et ils ont beaucoup plus d'argent, ils ont 20 milliards de leur côté. Donc, vous avez 37 milliards de dollars de liquidité qui est prêt pour affronter éventuellement des gens qui voudraient faire du chantage ou créer de l'instabilité. Le but d'augmenter ces liquidités, c'est si, par exemple, les obligations du Québec auraient baissé rapidement suite à une victoire du oui, bien, ça permet d'en racheter. C'est d'éviter que les obligations, le prix chute davantage et que le coût d'emprunt du gouvernement du Québec augmente. Le plan O, est-ce que c'est un plan qui est secret au moment où il est préparé, au moment du référendum? Absolument, mais oui. Puis il n'est prêt qu'il n'est déposé, il est entre les mains du premier ministre qu'environ, encore là, une semaine avant le référendum. Évidemment, s'il y avait eu un oui, on s'assurait du côté du ministre des Finances, dans les heures suivant le oui, que des équipes partaient à New York, en Suisse, en France, en Allemagne, pour ensuite rassurer les marchés et dire écoutez, voici la situation économique et nous sommes prêts à soutenir les titres et les obligations du Québec. Le plan O servait vraiment à s'assurer que le Québec soit dans une bonne posture suite au référendum, une bonne posture économique. Mais une bonne posture économique, ça se traduit souvent en une bonne posture politique. Car, je veux dire, c'est pas, il y a le vote du oui, mais après ça, il faut négocier. Ça va être quoi l'entente économique avec le Canada? Comment qu'on split la dette? Comment qu'on alloue les différentes institutions? Eh bien, tout ça doit être négocié. Et clairement, si le Québec est pris à la gorge à cause qu'il y a une panique sur les marchés financiers, vous n'arrivez pas à la table de négociation dans une position forte. Donc, il y a le plan financier, mais il y a aussi le plan des traités. C'est-à-dire, il faut étudier le rapport que le Québec aurait avec le reste du Canada, avec le reste de l'Amérique aussi. Alors, il y a un groupe d'une vingtaine de fonctionnaires qui est créé. Ça s'appelle le STERES. C'est secret. Et c'était Carl Grenier qui était le haut fonctionnaire responsable de tout ça. Il est décédé il y a quelques années. Mais Guy Lachapelle, le politologue, lui, l'a rencontré pendant plusieurs heures pour comprendre ce que c'était que le STERES. Qu'est-ce qu'on fait avec la voie maritime du Saint-Laurent? Est-ce qu'on taxe les bateaux? Qu'est-ce qui arrive avec le port de Montréal? C'était ça le but du STERES. À partir de quand commence-t-il à travailler? Je dirais mai. Début mai. Mai 95. Mai 95. Le rapport préliminaire est déposé en août 95 et le rapport final fin octobre. Ah, mon Dieu! Juste avant le vote. Oui, c'est un document de plus de 700 pages. En plus du document, il y a des fiches synthèses qui se sont ajoutées sur l'ensemble des projets de loi, sur les secteurs de l'économie. Donc, on a fait une analyse vraiment poussée. Il y avait 22 membres sur ce comité-là, mais ce comité-là, c'est des gens qui venaient de différents ministères, plus un appui technique où il y a eu des prêts de services d'un ministère à l'autre. Les comités qui ont été mis en place devaient d'abord s'intéresser aux questions économiques, s'assurer d'une stabilité économique. Ce qui est important, c'est de rassurer les marchés, c'est rassurer la population, rassurer les gens qu'il n'y aura pas de changement majeur le lendemain. On dit souvent qu'on n'était pas prêt pour un référendum, mais le gouvernement était prêt, là. Il y avait une vraie panique. Puis dans le cas de Jean Chrétien, c'était une panique double. C'était une panique de perdre le pays. Mais imagine, perdre le pays, puis être chassé du pouvoir. Lui, comment il aurait quitté dans la honte, là.